Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux complémentarités culture et élevage en vous connectant à ce webinaire aujourd'hui. Je suis Claire Ramette, je travaille chez Agrotransfert Ressources et Territoires en tant que chef de projet complémentarité culture et élevage et je vais animer ce webinaire aujourd'hui, donc de 11 h à 12h15. Donc, avant de commencer, je voulais vous donner quelques éléments sur l'environnement qui nous entoure. Donc, tout d'abord, vous pouvez voir qu'à droite de la fenêtre principale, vous avez 3 onglets. Le premier, le chat, qui vous permet d'interagir entre vous, de nous faire remonter des difficultés techniques et puis aussi des éléments qui vous paraissent importants. Vous avez également un onglet questions, donc que vous pouvez alimenter tout au cours du webinaire sur les questions de fond autour de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Nous aurons un quart d'heure en fin de webinaire pour répondre à ces questions. Sachez que si elles sont très nombreuses, nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à l'entièreté des questions à l'oral. Dans ce cas-là, nous nous engageons à répondre à toutes ces questions, les questions qui seraient sans réponse par mail. Enfin, vous avez l'onglet sondage. Cet onglet, pour l'instant, est vide, mais nous publierons un sondage en fin de webinaire pour que vous puissiez nous faire part de votre satisfaction ou de vos attentes vis-à-vis de ce webinaire. Voilà, maintenant que vous êtes familiarisés avec cet environnement, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc le webinaire aujourd'hui qui nous intéresse, c'est combiner davantage culture et élevage, des plus-values à la portée des agriculteurs des Hauts-de-France. Son objectif, c'est d'une part de vous fournir une définition des complémentarités culture et élevage, mais également de vous montrer quels sont leurs intérêts pour les agriculteurs, autour de 3 exemples, de 3 témoignages en fait, en Hauts-de-France. Donc ce webinaire est issu d'un projet qui s'appelle Complémentarité culture et élevage, qui a été mené de 2016 à 2020 et qui est issu d'une demande à la fois de la région et des chambres Hauts-de-France, autour de la diminution du nombre d'exploitations d'élevage en région, et donc d'une perte de diversité avec toutes les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue social, d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue environnemental. Et donc, autour de ces questions, un consortium de partenaires s'est formé, donc de 3 partenaires principaux, Agrotransfert, les chambres d'agriculture régionales, l'INRAE et l'IDEL. Ce projet a été financé par l'Europe, le Fonds FEDER et la région Hauts-de-France, et il avait donc pour finalité de contribuer au maintien de l'élevage en région. Pour cela, son objectif s'est focalisé sur le développement des complémentarités entre culture et élevage, de leur petit nom CCE. Et donc, ce projet devait être au bénéfice des agriculteurs en outillant leurs conseillers. Donc, on a eu 3 axes de travail. Le premier, c'était d'identifier les complémentarités qui étaient pertinentes en région. Ensuite, de valider localement la durabilité des exploitations qui les mettent en place. Et enfin, de produire une démarche pour accompagner le développement des complémentarités en région. Donc pour cela, on s'est appuyé sur 3 éléments principaux. D'abord, un réseau national de recherche et développement via le RMT Spice et le CASDA Red Spice. Des expériences locales innovantes. Et enfin, 2 groupes de développement qu'on a pu suivre sur le temps du projet. Voilà, merci à tous les bonjours que je vois passer sur la partie chat. Donc je continue. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, en fait, s'insère dans une série de 3 webinaires qui viennent donc faire une restitution de ce projet. Donc, le premier aujourd'hui, je vous l'ai dit, s'intéresse plutôt à toute la partie, tout ce qui est intérêt pour les agriculteurs, autour de 3 témoignages. Le second webinaire qui aura lieu jeudi va plutôt se focaliser aux aspects de quels sont les outils et méthodes qui permettent d'accompagner les agriculteurs vers plus de complémentarité. Et donc, on aura 3 témoignages de conseillers. Et enfin, vendredi, on prendra un peu de hauteur sur les enjeux agricoles auxquels les complémentarités culture et élevage peuvent répondre, autour d'une table ronde avec 3 experts. Voilà pour le panorama général. Afin de s'assurer qu'on parle bien de la même chose, je voulais commencer ce webinaire en vous faisant part d'une définition de ce qu'on entend en fait derrière complémentarité culture élevage. Donc, je vous propose un cadre issu du CASDA Red Spice qui montre en fait que quand on parle de complémentarité culture élevage, on ne peut pas se contenter d'une définition
structurelle de la polyculture élevage. Donc c'est ce qu'on a dans le premier schéma en haut à gauche. Donc la coexistence en fait d'un atelier de production végétale et d'un atelier de production animale sur une même exploitation agricole ne suffit pas pour parler de complémentarité culture-élevage. Quand bien même on élargirait cette définition à un territoire avec des exploitations d'élevage et de culture qui se côtoient. On parle de complémentarité en fait dès qu'il y a interaction, donc c'est les schémas du bas, que ce soit au sein de l'exploitation ou entre exploitations spécialisées. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on se place pour ce webinaire. Donc le programme d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 temps principaux. Donc un premier autour du témoignage de Bruno Meurat sur la fertilité des sols et la fertilisation qui sera analysé par la conseillère Aude Delcourt. Un deuxième temps autour du témoignage de Jean-Marc Burette sur la gestion des adventices qui sera cette fois-ci analysé par Alexandre Garlu. Et enfin, un temps autour du témoignage d'Hélène Baudouin sur l'autonomie alimentaire qui sera analysé par Vincent Hiver. Ma collègue Marie Flamand fera une synthèse en fin de webinaire et introduira le temps d'échange autour de vos questions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous lancer la première intervention, donc le premier témoignage, celui de Bruno Meurat sur la fertilité des sols et la fertilisation, et de vous dire à tout à l'heure. Alors, je vous partage la vidéo. L'exploitation fait 115 hectares et sur l'ensemble il y a 32-33 hectares non épandables. Non épandables, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'amener des fluents d'élevage à moins de 100 mètres des habitations. L'exploitation fait 115 hectares et sur l'ensemble il y a 32-33 hectares non épandables. Non épandables, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'amener des fluents d'élevage à moins de 100 mètres des habitations. Comment on a fait face? Ça s'est fait un peu par hasard, on a mis des séparateurs de phase. Et le séparateur va fonctionner un peu comme une presse à colza où il y aura au bout la partie solide qui va tomber, qui fera du compost. Et à l'extérieur, le jus, le lisier, toute la partie liquide, la phase liquide qui va être envoyée dans une grosse fosse géomembrane au milieu des pâtures. La partie solide qui sort du séparateur, il y a 2 possibilités. Soit on le met en tas et on le composte en le retournant au bout de 6 semaines. Et ce compost, vu qu'il n'y a aucune odeur, on peut le mettre près des habitations. Ce qui permet d'aller épandre sur nos 30 et quelques hectares non épandables, un quart de notre partie lisier en fait. Soit la partie solide, on le remet directement dans les logettes. Et c'est ce qui sert de litière pour les bêtes pendant une semaine. Il faut ramener moins de 5 cm une fois par semaine pour que ça marche bien en fait. C'est ce qui amène un confort, c'est un très grand confort pour l'animal. Vu que nous on est surtout herbagé, on a 14 hectares de céréales uniquement. Donc le reste, tout n'a pas été acheté, donc là on n'achète plus rien. Pour les champs, la fertilisation, donc pour les maïs, c'est 30 mètres cubes de lisier en début d'année. Et pour le blé, s'il reste du lisier, on fertilise également le lisier, mais l'année dernière et l'année d'avant, il n'y en avait pas. Sur les prairies, le but c'est de gérer avec 0 azote, quoi. Que la légumineuse aille chercher l'azote qu'elle fixe l'azote de l'air. Le lisier ou le compost, surtout le compost, va amener de la potasse pour le trèfle, mais le but c'est d'amener 0 unité sur les prairies. L'avantage de l'élevage par rapport à mon assolement, c'est les faibles intrants. J'achète pratiquement rien à côté en fertilisation. J'achète seulement toute la partie calcaire en fait, puisqu'on a des sols fort argileux, mais après toute la partie NPK, c'est pratiquement comblé par l'élevage. Il me faut un tout petit peu de potasse pour le trèfle, parce qu'on veut vraiment avoir du trèfle, mais le reste, c'est l'élevage qui le fait uniquement. Voilà, j'invite maintenant Aude Delcourt. Je te laisse la parole.
Donc bonjour Adelcourt, chambre d'agriculture de l'Aisne. Donc j'ai eu l'occasion de suivre Bruno Meurat, enfin voilà, sur les différents sujets. Donc j'interviens aujourd'hui pour présenter un peu plus son système. Donc ce que nous pouvons voir et ce que Bruno a bien évoqué. Donc aujourd'hui, Bruno est un éleveur de bovins laits spécialisé. À l'époque et encore aujourd'hui, il a 28% de sa surface agricole à moins de 100 mètres des habitations, donc il fallait qu'il trouve une solution. Il n'est pas autorisé à épandre du fumier sur ses surfaces et la pression organique sur les autres hectares restant excédait à l'époque 170 unités d'azote réglementaire. Donc, 2 séparateurs de phase ont été mis en place et en parallèle de ça, une stratégie basée sur les légumineuses pour fournir le maximum d'azote organique et pallier aux contraintes parcellaires de l'exploitation. Donc, comme je disais, donc les séparateurs ont été mis en place pour valoriser au mieux les effluents d'élevage sur toutes les surfaces. Il a mis aussi en place un enfouisseur à lisier pour limiter les pertes d'azote. Et actuellement, il fait du sursemis de trèfle, il limite les apports fertilisants et il fait du déprimage, donc ce qui permet de favoriser la fixation symbiotique. Donc, ce que nous pouvons voir au niveau des analyses techniques, donc les rendements en culture fourragère et de vente sont très bons sur l'ensemble des exploitations, tandis que les achats d'engrais sont très faibles. Le maïs, malgré un retour très fréquent sur les parcelles, peut produire aujourd'hui 19 tonnes de matière sèche à l'hectare avec seulement 20 unités d'azote minéral. Donc, ce que nous voyons, c'est que par rapport à la moyenne régionale, il met en moyenne qu'un quart d'engrais azotés. Et ce que nous pouvons aussi souligner, c'est que sur les prairies permanentes, aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'engrais azoté qui est mis depuis une dizaine d'années, ce qui n'empêche pas en fait des rendements supérieurs à 10 tonnes de matière sèche par an en herbe. Donc des très bons rendements. Et bon, après, les potentiels en terre sont bons aussi. Au niveau des performances technico-économiques, donc le coût de la fertilisation et des amendements est inférieur de 34% par rapport aux résultats des données du réseau Enosis, ce qui s'explique surtout par la diminution des achats des engrais minéraux. Tous les postes de dépenses d'énergie sont inférieurs aussi à la référence Enosis, donc l'achat d'engrais azotés, l'alimentation animale, l'électricité et les carburants. Au niveau de l'analyse de la productivité, donc nous avons des bons rendements en blé, donc une bonne productivité à l'hectare en production animale et végétale. On a aujourd'hui 150 vaches laitières pour 894 000 litres de lait par an, soit 9 470 litres de lait à l'hectare de SFP, ce qui est relativement bien. Ce qui s'explique aussi par du pâturage tournant qui a été mis en place sur l'exploitation en parallèle de tous les changements. Au niveau de l'analyse des revenus permis par l'exploitation, donc c'est un système aujourd'hui que nous pouvons considérer très performant économiquement. Aujourd'hui, il y a 4 UTH, donc 2 associés et 2 apprentis sur 115 hectares. Donc, c'est une rémunération à l'hectare qui est supérieure au RICAN. Concernant les performances sociales, donc c'est au niveau de l'ancrage territorial. Donc, Bruno Meurat a un ancrage assez fort. Aujourd'hui, donc, il y a 2 UTH salariés et 2 apprentis présents sur l'exploitation, plus M. Meurat. Il y a une partie du lait qui est produit, qui sert à la transformation fromagère en maroilles, un investissement dans des structures agricoles locales type CUMA, et il fait de l'accueil de groupe. Au niveau des performances environnementales, donc limitation des pertes d'azote dans l'environnement. Donc on a, suite à tous les changements, donc on a vu une optimisation des quantités, de la forme et des dates d'apport des effluents, une optimisation de la fixation symbiotique, limitation du recours aux engrais minéraux,
ce qui maintient aujourd'hui, et on le voit avec le recul, on a un maintien de la matière organique des sols. Et il faut préciser aussi qu'on est dans une région d'herbage où les linéaires de haies est très important, qui a développé la biodiversité. Donc voilà. Je reste à votre disposition s'il y a des autres questions. Oui. Alors, pour les questions, n'hésitez pas, oui, effectivement, à plutôt les poser sur l'onglet questions que sur l'onglet chat. Comme ça nous permet de bien faire la part entre ce qui est des questions sur le contenu et sur le reste. Là, sur la question plus technique d'Elisabeth, je suis pas sûre qu'on ait tous les éléments en tête, Aude ou moi. Moi, je dirais que dans son système, il y avait que du maïs et du blé, donc je pense que ça revient quand même assez fréquemment. J'ai plus la vision exactement de ces rotations. Et du coup, le fumier, oui, est apporté à chaque fois qu'il y a du maïs. Le rendement en herbe est calculé pour moi sur les surfaces récoltées. Oui. Je ne sais pas si Aude, tu as plus d'éléments au frais en tête, mais sinon, on pourra aller rechercher les éléments et renvoyer un mail plus précis. Oui, je pense que ça sera plus simple, Elisabeth, de renvoyer un mail avec les bonnes données. Ça marche, impeccable. Eh ben, merci du coup beaucoup, Aude. On va passer à la deuxième intervention. On garde toutes les questions de côté et puis on y répondra plutôt à la fin de l'intervention, à la fin du webinaire. Hop, voilà, le deuxième témoignage sera celui de Jean-Marc Burette sur la gestion des adventices. Je vous lance le petit film tout de suite. Je cultive 67 hectares pour élever 70 vaches laitières et leurs suites, et leur progéniture. Dans mon système, j'ai peu de surface pour nourrir autant de bêtes. Je devais faire beaucoup de maïs sur maïs, non seulement en rotation, parce que le système ici est peu pâturant. J'ai 5 hectares de prairies et 40 hectares de maïs. Et je vais constater des problèmes de résistance de mauvaises herbes et des sols de plus en plus difficiles à travailler. Mes collègues aux alentours n'ont pas d'élevage, ils font de la pomme de terre, ils font des légumes, ils font des céréales. L'idée, c'est de faire un assolement commun, un échange parcellaire, et ce qui nous permet de faire une rotation correcte dans les sols. La façon d'échanger est très simple, on échange les parcelles complètes. Pour l'assolement, c'est-à-dire décider des échanges, un simple coup de fil suffit au départ. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la déclaration PAC, dire comment on fait, par exemple, s'ils souhaitent récupérer les bandes enherbées ou alors s'ils souhaitent les donner en échange d'autres choses. Comment dire, c'est un deuxième coup de fil qui prend 3 minutes. Donc nous jouons les complémentarités de chacun. Donc c'est des atouts qui sont, comment dire, qui sont valorisés. Niveau performance entreprise, c'est très bien parce qu'il y a diminution des charges, c'est net. Pour moi, je vous ai dit au départ, je retrouvais certaines parcelles, je me retrouvais en monoculture de maïs, je me retrouvais avec 150 € de désherbage à l'hectare. Aujourd'hui, je suis en dessous de 50 €. Donc, il y a quand même un gain, ça c'est chiffré. Et j'ai pas de baisse de rendement, ce qui permet de faire des rotations plus larges et donc d'éviter la fatigue des sols. Donc ça, c'est très bien perçu par le grand public. Je vais prendre la main du coup pour la suite, pour l'analyse de cette vidéo. J'espère que vous m'entendez toutes et tous bien. Voilà, donc pour me présenter, donc Alexandre Carlu, je suis conseiller à la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais, donc conseiller en élevage. Donc je vais vous présenter l'exploitation dont on vient de voir le petit film. J'en profite juste pour saluer mon ancienne collègue Elisabeth Castellan, je vois qui est dans les participants,
et qui a un peu plus suivi, on va dire, l'exploitation que je vais présenter. Donc, Elisabeth, si tu souhaites compléter, on va dire, là-dessus, n'hésite pas là-dessus. Voilà, donc au niveau de l'exploitation de Jean-Marc Burette, donc l'avantage c'était pour lui de pouvoir allonger et diversifier sa rotation, parce qu'on l'a vu, c'est un système lait spécialisé et avec assez peu de surface, assez peu de pâturage et beaucoup de maïs sur maïs. Il est dans un milieu également à fleur B, donc assez, on va dire, assez peu type élevage, on va dire, avec beaucoup de voisins céréaliers et légumiers. Donc ça a permis, on va dire, de passer d'une rotation seulement maïs-blé, si on peut appeler ça une rotation, on va dire, à une rotation beaucoup plus longue du type, c'est marqué là ici, du type pommes de terre, oignons, escourgeons, betteraves, maïs en silage blé. Une rotation à peu près sur 6 ans au lieu d'une pseudo-rotation sur 2 ans. Voilà. Donc au niveau des données, analyse des données techniques, donc comme ça a été expliqué dans la vidéo auparavant par Monsieur Burette, donc on voit que notamment par exemple sur le maïs, bon, par rapport aux références régionales qui sont en marron là ici, Monsieur Burette est à peu près au même nombre d'IFT que la référence, donc on peut se dire bon c'est assez l'impact est assez faible à ce niveau-là, mais comme il l'a bien expliqué, s'il ne faisait pas ces échanges avec ses voisins, les IFT sur maïs seraient bien plus élevés. Et là, pour lui, il a pu gagner du coup 100 euros 100 euros par hectare d'herbicide, ce qui est quand même assez conséquent. C'est surtout par contre sur les céréales, où on voit que notamment sur la part herbicide, ici par rapport à la référence régionale, M. Burette est quasiment à 0 sur ses céréales d'hiver. Donc c'est vraiment là sur les autres cultures où il a pu gagner quand même énormément en termes de fréquence de traitement là-dessus. Donc voilà, c'était pour la partie technique. Là, aujourd'hui, à niveau économique, donc on voit que sur la partie produits phyto, donc au niveau de la référence, elle est aujourd'hui autour des 63 euros par hectare de produits phyto utilisés. L'agriculteur est quand même au-dessus aujourd'hui à 101 euros par hectare. Donc en économie, on est plutôt dans le négatif, à moins 38. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que sans ces complémentarités culture-élevage, on serait bien pire que ça pour cet agriculteur qui serait plutôt, on l'a dit tout à l'heure sur les parties maïs, on gagne quand même 100 euros par hectare grâce aux complémentarités culture-élevage. Donc il y a peut-être encore des choses à améliorer, peut-être encore des choses à gratter là-dessus, mais c'est mieux que ça ne pouvait l'être, on va dire, ou c'est mieux que ça n'a été lorsqu'il n'y avait pas de complémentarité culture-élevage et qu'il y avait que cette rotation en maïs-blé. Par contre, c'est au niveau, alors on a beaucoup parlé des produits phyto, mais il y a aussi on va dire sur l'engrais, là par contre une belle économie où par rapport à la référence, on est à peu près à 94 euros à peu près 94 euros par hectare d'engrais minéral acheté à l'extérieur de l'exploitation, quand la référence est plutôt autour des 129. Donc là, on a une belle économie quand même de 35 euros par hectare. Donc voilà, c'est aussi le résultat d'une bonne valorisation des effluents d'élevage par l'exploitant et aussi des échanges paille-fumier avec les voisins également, qui permet du coup d'éviter, on va dire, une grande perte d'azote si tous les fumiers, tous les effluents étaient épandus uniquement sur les terres de Monsieur Burette. Voilà, donc au niveau de la productivité, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une exploitation spécialisée en lait, donc avec une très très bonne productivité par hectare. On le voit, on est aujourd'hui à peu près donc 70 vaches laitières sur 67 hectares uniquement, avec quand même une production quasiment de 25 000 litres, un peu plus de 25 000 litres par hectare de SFP. Donc un éleveur spécialisé lait avec une très bonne productivité, mais ancré dans un territoire, on va dire, de légumiers et de céréaliers qui lui permet d'avoir des rotations un peu plus longues que ce qu'il aurait pu espérer. Et donc, du coup, au niveau économique, une très très bonne performance avec voilà, aujourd'hui 1,8 UTH sur 67 hectares uniquement, avec une rémunération quand même très, très intéressante pour l'agriculteur qui est bien au-delà des références régionales que l'on peut sortir. Voilà.
Donc au niveau des performances, au niveau des performances sociales, du coup, donc une bonne efficacité, très bonne efficacité même du travail. Et lorsqu'on regarde la valorisation, enfin la rémunération R, on est quand même assez bon sur cette exploitation-là. Une bonne relation également, une bonne entraide avec les voisins agriculteurs. Ça a été dit plusieurs fois, hein, notamment pour mettre en place ces complémentarités culture-élevage. Quelques coups de fil, quelques minutes par an suffisent pour mettre ça. Donc c'est aussi le signe d'une très bonne entente, on va dire, avec ses voisins qui ne sont pas forcément des éleveurs, mais qui sont des cultivateurs avec qui il arrive à mettre en place ces complémentarités. Voilà, un éleveur aussi qui est toujours en la recherche d'innovation et de méthodes, de solutions pour faire avancer son exploitation et rendre son métier passionnant, comme il a pu le dire. Et aussi, il en a parlé dans la vidéo, une bonne médiation auprès du grand public et essayer de faire connaître ses pratiques et ses bonnes pratiques auprès du grand public, et pas forcément uniquement auprès de ses voisins agriculteurs. Donc voilà, un très bon ancrage au niveau territorial également. Et donc au niveau performance environnementale, pour résumer ce que l'on a pu voir, donc une bonne diversification de l'assolement malgré un élevage spécialisé sur une petite surface, donc qui améliore du coup la gestion des adventices et des ravageurs, et surtout des adventices. Une meilleure utilisation de l'azote organique également, qui permet d'éviter le lessivage, la perte d'azote, on va dire, avec notamment des échanges paille-fumier qui lui permettent également d'être autonome en paille. Voilà, et pas de sol nu l'hiver, pas de labour également, donc ça c'est vrai que ça n'a pas forcément été dit auparavant et ça n'a pas été dit dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est un éleveur qui est en non-labour sur l'exploitation. Voilà, donc c'était une des choses qui permettait, on va dire, de rendre son métier attrayant et économiquement performant. Voilà. Trop loin. Merci beaucoup Alexandre pour ton intervention. Donc c'est pareil, hein, on essaye de répondre par l'écrit là aux questions de compréhension et pour aller plus loin, donc on continuera cette discussion tout à l'heure. Je vais maintenant passer au troisième témoignage donc d'Hélène Baudouin. Je vous passe la vidéo tout de suite. Hop. L'objectif, c'est de produire à l'herbe. Donc la gestion du pâturage est très importante. Dès le départ, Amaury, il a organisé son pâturage autour d'un chemin. Le chemin, c'est la colonne vertébrale du pâturage. On essaye de pâturer le plus tôt possible au printemps, le plus tard possible à l'automne, et justement le chemin nous le permet. Le pâturage, c'est pour l'été. Donc l'hiver, on avait commencé à faire de l'enrubanage, mais bon, c'est pas une façon de stocker l'herbe qui nous convenait. Et donc on est passé au séchage en grange depuis 2007. Donc c'est du foin, mais qui est stocké en vrac dans une grange spécifique. Ce qui sort du séchage, il est encore très vert, et on voit qu'il reste des vitamines, et après au niveau des acides aminés, ils sont bien conservés aussi. Mais au niveau organisation du travail aussi, c'est plus simple puisqu'on a du foin en vrac qu'on va ramener avec la griffe directement devant les vaches. On travaille avec un fourrage sec, c'est toujours très agréable. Et on voit que les vaches, elles se jettent dessus, c'est craquant, elles ont plaisir à manger ça. On avait un concept en fait qui était de une vache par hectare. En gros, en bio, ça passait très bien. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on se rend compte que c'est trop juste. C'est pour ça qu'on a développé, donc avec des céréaliers, une complémentarité, parce qu'ils ont besoin de luzerne dans leur rotation, dans leur assolement. Et nous, on a besoin de cette luzerne pour nos animaux. Aujourd'hui, économiquement, on est satisfait de nos résultats. On a la satisfaction de produire un bon lait, puisqu'on a un fromager en bout de ligne qui nous dit au jour le jour si le lait est bon. Et d'un point de vue environnemental, je pense qu'on est aussi bien intégré. On a cette notion de terroir qui nous tient à cœur. Et on aime bien le Pays de Bray, on essaye de le valoriser avec son bocage, avec ses prairies. Et ça, c'est très important.
Bonjour, donc moi Vincent Hiver, chambre d'agriculture de l'Oise et animateur de groupe de développement sur toute la partie nord-ouest de l'Oise. Donc j'ai accompagné le groupe sur le projet complémentarité culture-élevage et je vais vous présenter donc un petit peu plus donc le RL Arstival qu'on vient de voir en film. Donc c'est une exploitation en agriculture biologique d'un peu moins de 100 hectares, 85 hectares exactement, 2 associés, Amaury et Hélène, donc comme vous avez pu le voir, un couple. Donc là, on va parler essentiellement de complémentarité, non pas entre des cultures de vente et de l'élevage, mais plutôt une complémentarité qu'on pourrait appeler sol animal, à travers la présence de l'herbe qui représente quasiment les 85 hectares de l'exploitation. Donc au niveau des pratiques de complémentarité qui sont mises en valeur sur cette exploitation, on peut y voir donc forcément la valorisation de l'herbe pâturée avec une stratégie de pâturage tournant dans un pays bocager en plus qui est le pays de Bray. C'est le point central des techniques de complémentarité sol-animal sur cette exploitation et avec en plus de cela une stratégie vers de l'herbe récoltée en séchage en grange puisque c'était une exploitation donc, qui a investi il y a déjà de nombreuses années sur l'unité de séchage en grange parce que le faire de l'enrubanage ça leur convenait pas et notamment l'aspect plastique etc. les satisfaisait pas. Et du coup, ils ont engagé cet investissement qui aujourd'hui leur permet d'obtenir aussi un fourrage de très grande qualité avec une bonne valeur alimentaire. Et en plus, ils ont installé des panneaux photovoltaïques sur ce bâtiment dans une démarche toujours assez portée sur l'écologie et l'environnement, tout en maintenant une performance importante de l'exploitation. Et puis, un des points les plus importants peut-être des complémentarités culture-élevage qui sont mis en valeur sur cette exploitation, c'est la notion de territoire, de complémentarité au niveau du territoire, puisqu'ils ont mis en place aussi un partenariat avec 4 autres éleveurs et un céréalier bio du secteur. Hélène l'a bien dit dans la vidéo, ils se trouvent confrontés, ils sont en bio depuis une vingtaine d'années, donc dans le pays de Bray, une région herbagère. Et jusqu'alors, l'herbe poussait toute l'année, on va dire, et notamment sur la saison d'herbe, sans trop de problèmes, avec bien sûr des pics et des ralentissements, mais on n'était jamais sur un arrêt total de la production d'herbe. Et une vache par hectare, elle le dit bien, ça passait. Et depuis 3-4 ans, concrètement, ça passe plus. Ils en ont pris conscience. Et il y a notamment des périodes où l'herbe ne pousse plus du tout, même dans le pays de Bray. Et donc, face à ça, ils se sont questionnés et aujourd'hui, ils ont mis en place, ils ont trouvé cette solution de pouvoir maintenir un troupeau. C'était soit on baissait le troupeau, soit on trouvait des ressources externes. Mais les ressources externes, ils l'ont fait pendant quelques années et à chaque fois, c'était à des coûts élevés. Et donc, ils ont trouvé cette solution de mettre en place un partenariat avec un céréalier pour trouver un partenaire qui leur permette d'avoir du fourrage à un prix correct et qui convenait à tout le monde. Voilà. Oui, je reviens juste, voilà, vous avez les données donc, de la valeur alimentaire, notamment de leur fourrage. Là, on avait fait une analyse sur leur foin, première coupe séchée en grange. On était donc sur des valeurs alimentaires qui étaient très intéressantes. Voilà. Parallèlement à ça, ils ont aussi toute une stratégie d'autonomie vraiment de façon presque radicale, puisqu'ils étaient à 20 tonnes de mélange céréalier acheté il y a 2 ans. Et là, cette année, ils visent même le zéro concentré, quoi. Et donc, comme je vous le disais, ils ont un partenariat avec un céréalier qui leur permet d'acheter quasiment 8 hectares de luzerne sur pied à un voisin avec une organisation au niveau de 4 voisins agriculteurs. Au niveau des performances, juste, oui, pour revenir sur le principe de l'échange, donc parce que c'est un principe qui est assez intéressant dans la philosophie de comment ils l'ont mis en place. Ils ont raisonné en se disant, si nous tout seuls, on n'est pas forcément capable, c'est un céréalier qui a des surfaces importantes en luzerne,
de l'ordre de 30 à 40 hectares, je crois. Et donc, on n'est pas capable forcément de s'engager dans le temps, nous, seuls, exploitation, pour contractualiser à un prix intéressant qui intéressera le céréalier sur plusieurs années, quoi. Et donc, l'idée était de s'organiser à plusieurs éleveurs et de se dire, tous les ans, un a plus de besoins que d'autres ou moins que d'autres, etc. Et à 5, c'est quand même plus facile de pouvoir s'engager sur une surface conséquente vis-à-vis du céréalier et à long terme, quoi. Et après, ils ont une organisation qui fait que ils se réunissent en gros une fois par an en novembre pour convenir de qui a des besoins et qui souhaite telle ou telle surface. Et ils font ça autour d'un café et tout se passe très bien. Ça crée en plus du lien social. Et ça abat aussi un certain nombre de préjugés entre céréaliers et éleveurs, des préjugés pour lesquels, quand on a construit ce partenariat, on a dû aussi lutter, puisqu'il y avait aussi pas forcément une histoire de partenariat entre céréaliers et éleveurs. Il a fallu aller au-delà des préjugés qu'on pouvait avoir d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Voilà. Après, au niveau de quelques autres résultats à côté, on a aussi une exploitation qui aujourd'hui tourne bien. On arrive à un coût alimentaire de 62 € des 1000 litres pour une production laitière permise à 4800 par vache et 4900 par hectare de SFP. On a un observatoire, nous, économique sur notre petite région, dans lequel on a une dizaine d'exploitations bio sur lesquelles on a les résultats des calculs des coûts de production chaque année. C'est une exploitation qui, par rapport à son groupe agriculture bio-élevage, tourne plutôt bien et a un coût alimentaire qui est dans la moyenne du groupe, avec en plus une plus-value intéressante au niveau du prix du lait, puisqu'ils ont une diversification de leur vente de lait. Ils fournissent aujourd'hui à trois clients, on va dire, la laiterie traditionnelle de chez eux, plus après ils ont un fromager qui se fournit chez eux et une petite entreprise agroalimentaire en région parisienne et demain certainement une deuxième, ce qui leur permet d'avoir un prix intéressant aussi au niveau du litre de lait de l'ordre de 10 à 15 € des 1000 litres en gros, en plus de la moyenne traditionnelle de laiterie bio, quoi. Au niveau voilà encore un dernier chiffre au niveau de l'analyse économique, on arrive sur un EBE sur produit, à titre d'exemple, de 49% en 2019, quoi, ce qui est assez important. Et on arrive sur 85 hectares entièrement d'herbe, plus 7 hectares en luzerne, à faire vivre très correctement, du coup, 2 unités de main-d'œuvre sur un secteur géographique où la potentiel agricole est assez limité. Donc, c'est assez satisfaisant, quoi, au niveau économique. Au niveau des performances sociaux et environnementaux aussi, c'est une exploitation qui est assez remarquable. Un ancrage territorial donc très fort à travers ce partenariat-là entre les 5 éleveurs et le céréalier. Comme je vous le disais, un partenariat aussi en termes d'écoulement du lait et de partenariat avec des clients qui sont intéressants, donc avec un fromager, avec des entreprises agroalimentaires de petite taille et puis forcément la laiterie traditionnelle. Un investissement assez fort sur les structures locales, que ce soit agricole ou politique des deux personnes de l'ERL, et puis l'accueil de groupes très réguliers sur l'exploitation qui font qu'on a un ancrage territorial qui est très important sur cette ferme. Des performances environnementales, forcément qui sont très importantes à travers le système herbager, plus la valorisation des haies, c'est quelque chose qui est aussi très important chez eux et qui a donc des atouts en termes de qualité de l'eau, de biodiversité, préservation des zones humides du Pays de Bray, puisqu'on est sur un secteur où il y a des zones humides et voilà qu'il faut préserver. Et puis un effet collatéral, on va dire, notamment du partenariat avec le céréalier, c'est que des rotations culturales sur des exploitations bio en céréales, il faut forcément de la luzerne pour maîtriser les adventices. C'est quelque chose qui est important pour eux. Et qui dit luzerne dit comment on la valorise quand on est simplement céréalier. Et donc, cette valorisation et ce partenariat permet justement aux céréaliers aussi d'avoir un intérêt pour cette luzerne, au-delà de l'aspect agronomique qui est quasi essentiel chez les céréaliers bio, de pouvoir avoir en plus une valorisation économique, ça a d'autant plus de poids
pour la stratégie du céréalier bio, et donc c'est un effet collatéral non négligeable non plus de ce partenariat. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. Bah, du coup, je vais prendre la main, Vincent. Je ne sais pas si Claire voulait revenir sur scène 2 secondes, mais sinon, j'enchaîne. Voilà, donc j'enchaîne avec une petite synthèse. Donc, c'est parti pour essayer de prendre un petit peu de recul sur les 3 exemples qui vous ont été présentés. Une première chose, c'est que déjà, vous avez pu le constater via les 3 exemples donc présentés par Vincent, Aude et Alexandre. Il y a une grande diversité derrière le terme complémentarité culture-élevage. Cette grande diversité, c'est une grande diversité de modes de production, de systèmes de production et de pratiques. On a des complémentarités culture-élevage qui sont un peu plus fréquentes dans les systèmes en agriculture biologique, de par effectivement le respect du cahier des charges, mais ce n'est pas du tout exclu des systèmes en conventionnel. Et on peut donc évidemment en observer dans des systèmes avec différents labels, voilà, cahier des charges, contractualisation ou autre. Ensuite, concernant les systèmes de production, nous, dans le cadre du projet, on a surtout étudié les systèmes bovin-lait, bovin-viande, comme vous avez pu le constater, et puis également, un peu plus à la marge, mais on a vu aussi des systèmes ovin-viande. Pour autant, on peut voir des complémentarités des cultures élevage dans les systèmes de monogastriques, par exemple, avec l'alimentation des porcs et des volailles qui est produite sur la ferme. C'est tout à fait possible. Et côté culture, on a une diversité des systèmes de culture avec des rotations plus ou moins longues, des cultures plus ou moins diverses, avec des fins également plus ou moins diverses dans les systèmes. Et tout ça pour arriver donc à une diversité de pratiques. Donc, je vais vous en citer quelques-unes, mais voilà, il y en a beaucoup derrière. Par la valorisation de produits concentrés, on peut par exemple derrière mettre du maïs grain inerté. L'implantation d'un couvert, ça peut être un couvert règle à trèfle qui est ensilé. Introduction de légumineuses, par exemple de la luzerne, récoltée donc en ensilage ou en foin. Et le pâturage de surface assolée, donc comme le pâturage de prairies temporaires intégré dans la rotation ou par exemple le pâturage de repousse. Ce qu'il faut retenir, donc s'il y a une phrase à retenir, donc c'est donc que les complémentarités culture-élevage, elles s'adressent à tous les systèmes. Il n'y a pas de restriction. Concernant la définition, déjà, il y a plusieurs appellations. Certains préfèrent utiliser le terme de synergie culture-élevage, d'autres de couplage culture-élevage, avec des petites distinctions dans les définitions. Je vais vous épargner ces petites distinctions. Tout ça pour dire que nous, dans le cadre du projet, on a ressenti le besoin de clarifier ce qu'on mettait derrière complémentarité culture-élevage. Et on a construit une définition qui se base sur les services que rendent les complémentarités culture-élevage. Donc, je vais vous la lire, la définition à laquelle on a abouti. Ça donne « Les complémentarités culture-élevage reflètent des interactions entre animaux et production végétale qui délivrent des services à différentes échelles, donc échelle de l'exploitation, échelle entre exploitations, comme ça a pu vous être montré via les exemples, ou avec les filières. Donc, quels sont ces fameux services? Il y en a 4. Pardon, j'arrête pas de cliquer, mais il faut que je clique là-dessus. Donc, d'abord, service d'alimentation animale, grâce au pâturage, grâce à la récolte des fourrages et des concentrés fermiers. Service également de valorisation des coproduits, valorisation des résidus de culture comme la paille, consommation de coproduits industriels en région, donc il y a une consommation des pulpes de betterave, hein, que donc, vous visualisez tous, fertilité des sols et fertilisation des cultures, avec l'introduction de légumineuses et la valorisation des effluents. Et enfin, dernier service, la régulation des bioagresseurs qu'on va pouvoir donc obtenir avec l'introduction de nouvelles espèces et la diversification des rotations. Petite phrase de conclusion donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on ne met pas des complémentarités culture-élevage pour avoir un système complémentaire. Ce n'est pas le but.
on met des complémentarités culture-élevage dans un système parce que ça apporte des services au système. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est un moyen et non une fin. Concernant les conséquences économiques. Alors, petit rappel, mais je pense que tout le monde maîtrise. Donc, sur une exploitation, on a 2 types de charges, des charges opérationnelles et des charges de structure. Et les exploitations agricoles, elles produisent des produits agricoles, mais pas que. Elles produisent des produits non agricoles, elles peuvent faire de la prestation et ainsi de suite. Les fameux services que je vous ai présentés précédemment, ils permettent une réduction des intrants. Et cette réduction des intrants, elle permet donc une réduction des charges opérationnelles. Donc, il y a 2 conséquences à ça. Une conséquence directe qui dit moins de charges opérationnelles dit économie sur les charges opérationnelles. Jusque-là, c'est évident. Mais également, moindre variabilité de ces charges due à une moindre sensibilité à la fluctuation du prix des intrants. Voilà. Ensuite, concernant les produits. Déjà, de façon inhérente à une exploitation de polyculture-élevage, on a donc une diversité de produits. On va produire du lait, de la viande, on peut produire des fromages, on va produire des céréales, on peut produire du colza, on peut produire d'autres cultures à forte valeur ajoutée. Mais si on ne se place pas à l'échelle de l'exploitation de polyculture-élevage, mais qu'on se place entre exploitations spécialisées, là aussi, on peut avoir une diversité de débouchés. Le fait que le polyculteur y vende ses céréales ou ses cultures fourragères à l'éleveur, ça entraîne une diversité de ses débouchés. Il ne vend pas tout à la coopérative et au négoce, mais il envoie une partie en direct à l'éleveur. Donc là aussi, on a une diversité de débouchés. Et tout ça, donc ces produits qui sont plus locaux, ces produits qui ont moins d'intrants, ils répondent aux attentes sociétales. Et ça entraîne du coup des possibilités en termes de vente directe, en termes de filières plus courtes qui peuvent du coup émerger sur ces produits-là. Donc, en termes de produits, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est une moindre vulnérabilité commerciale. Je vais y arriver, il faut vraiment que je clique sur la petite flèche et pas sur mon clavier. Et donc, tout ça, la petite phrase de conclusion, c'est donc que les complémentarités culture-élevage, elles contribuent à la robustesse du système. Et toutes ces belles paroles, ça comporte bien évidemment un « mais ». Donc, je vais vous exposer là. Donc, les conséquences économiques, elles sont bénéfiques si y a une cohérence globale du système. Je m'explique. Quand on a étudié, quand on a évalué en fait dans le cadre du projet des exploitations qui mettaient en place des complémentarités, on s'est rendu compte que sur certaines, les complémentarités étaient mises en place de façon très ciblée avec l'optimisation d'une fonction. Par exemple, les rations. Et elles pouvaient être au détriment des autres fonctions ou sans prise en compte des interactions entre les fonctions du système. Et donc, s'il n'y a pas cette prise en compte du système dans sa globalité, on n'a pas des performances de durabilité satisfaisantes du système, en tout cas améliorées. Pour vraiment avoir donc, des performances économiques et environnementale améliorée, il faut qu'il y ait cette cohérence fonctionnelle du système. Il faut donc qu'on ait réfléchi à l'échelle du système de production en réfléchissant aux différentes fonctions, fonction de fertilité, fonction de gestion de la prairie, fonction de fertilisation des cultures. C'est toute l'interaction entre ces fonctions qui va permettre des bonnes performances du système. Dernier point sur cette synthèse, je suis sûre que vous vous demandez tous, oui, mais les complémentarités en termes d'impact sur le travail, qu'en est-il? Donc nous, dans le cadre du projet, on n'a pas approfondi cette question, on l'a traitée, mais de manière non approfondie. Par contre, le CASDA Headspice, donc projet, donc là vous en avez un petit peu parlé, donc projet multipartenarial sur la polyculture élevage à l'échelle nationale, a traité cette question, en particulier via une étude. Donc cette étude, elle visait à comparer des exploitations de polyculture élevage avec plus ou moins
de complémentarité et à comparer donc les charges de travail, que ce soit en termes d'intensité annuelle du travail et en termes de pic de travail concernant soit la durée des pics, soit l'intensité des pics et comment ces pics ils se positionnaient sur l'année. Et ce qu'ils en ont conclu, c'est qu'il n'y avait pas de corrélation entre le fait de mettre en place des complémentarités culture-élevage et la charge de travail. Pourquoi? Parce que la charge de travail, elle est bien plus dépendante de la structure de l'exploitation, c'est-à-dire en fait de la taille des ateliers sur l'exploitation au regard de la main-d'œuvre qu'on a à mettre en face. Ce qui fait que si on fait telle ou telle pratique de complémentarité, c'est pas ça qui impacte. Ce qui impacte, c'est de savoir si on a 100 vaches et 50 hectares de culture pour 2 UTH ou si on a 200 vaches et 200 hectares de culture pour toujours 2 UTH aussi. Et c'est ça, effectivement, qui est extrêmement impactant sur la charge de travail de l'exploitation. Du coup, la petite conclusion, c'est que voilà, il n'y a pas d'impact significatif des complémentarités culture-élevage sur la charge de travail. Voilà pour les éléments de synthèse qu'on voulait vous apporter de manière très succincte. Et du coup, on va compléter ce qu'on peut vous apporter, bien évidemment, dans la phase de questions. Vous pouvez aussi retrouver donc des éléments, donc des informations supplémentaires, approfondir toutes ces questions via la plateforme web qui est dédiée aux sorties du projet. Sur ce qui vous a été présenté dans ce webinaire, il y a plus précisément 2 pages qui relatent de ces éléments-là, la page connaître et la page valider, avec sur ces pages une diversité de formats. Vous allez trouver du contenu sur les pages, le contenu en lui-même. Vous allez trouver les vidéos, donc des vidéos supplémentaires, les vidéos en format long, parce que là, on vous a mis un petit format compressé des vidéos, mais elles existent en format plus long. Vous allez trouver des fiches téléchargeables. Donc, tout ça pour vous outiller, effectivement, pour échanger avec les agriculteurs, au sein de groupes d'échange, dans vos différentes structures sur la thématique des complémentarités culture-élevage. Et puis, en ce qui concerne la dernière slide que je vous ai présentée sur l'étude sur les complémentarités culture-élevage et la charge de travail. Donc, il y a une synthèse 4 pages qui est disponible au lien qui est marqué là. Donc, voilà, si vous voulez lire la synthèse pour avoir plus de contexte et plus d'éléments sur ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas, elle est disponible au lien suivant. Je crois que j'en ai fini. Oui, pour la petite synthèse. Je vais donc repasser la main à Claire. Voilà, on a quelques minutes d'avance. Ça nous laisse du coup la possibilité d'échanger d'autant plus, de répondre d'autant plus aux questions. Voilà, donc je pense qu'on est, en termes de timing, on est plutôt nickel dans les clous, voire un peu même en avance. Parfait. Eh bien, merci. Je te remercie, Marie. Donc oui, c'était juste pour vous rappeler cette petite diapo que ce webinaire d'aujourd'hui n'est pas isolé et que lui feront suite 2 webinaires, l'un sur les outils et méthodes d'accompagnement à la mise en place de complémentarité et l'autre sur les enjeux auxquels les complémentarités peuvent répondre en région. Donc voilà, donc les webinaires ont vraiment été pensés en complémentarité là aussi, donc n'hésitez pas à vous inscrire au dos suivant si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, donc nous allons passer aux questions auxquelles on n'a pas pu encore répondre par l'écrit parce que peut-être c'était pas des questions de compréhension, ça demandait des éclaircissements un peu plus approfondis à l'oral. Donc je vais demander aux différents intervenants de bien vouloir nous rejoindre. Moi je vais animer cette partie, mais c'est plutôt donc Marie Flamand, Aude Delcourt, Alexandre Carlu et Vincent Hiver qui vont répondre à ces questions. Merci à vous tous. Voilà, il restait une question de compréhension à laquelle on n'a pas eu le temps de répondre pendant les interventions. C'était la question de Laurence Echevarria sur, alors là, c'est une question plutôt orientée vers Vincent, sur qui fait quoi dans les cultures et l'exploitation de la luzerne, à quoi correspondent les 60-80 € par tonne affichés. Si tu peux répondre, Vincent.
Les 60-80 €, attends, je suis perdu. Alors, après, au niveau de l'organisation exacte, en fait, toute la conduite agronomique est gérée par le céréalier. Par contre, tout ce qui est récolte est géré directement par les éleveurs qui souhaitent vraiment… en fait, le problème, c'est qu'on a rencontré un problème de compréhension entre ce qu'était une luzerne pour l'éleveur et ce qu'était une luzerne récoltée, hein, pour le céréalier, et on s'est aperçu en fait dans nos travaux que on parlait pas de la même chose finalement, et que l'éleveur avait une vision de la luzerne, il voulait une luzerne soit précoce, soit un peu plus tardive, etc. Et que le céréalier, lui, c'était une culture comme une autre, et que peu importe quand on l'a récolté, enfin je caricature, mais donc du coup en fait il me semble que la récolte est gérée entièrement maintenant par le groupe d'éleveurs. Et voilà, quoi. Après, je ne serais pas capable de vous dire exactement l'organisation très pratico-pratique sur le terrain, mais il me semble qu'ils ont une gestion comme ça, quoi. Après, par contre, pour le prix, je ne sais plus de quoi vous parlez. Les 60, 80. Et puis, oui, j'en profite aussi, il y avait une autre question sur les charges de mécanisation. Effectivement, les charges de mécanisation, ils ne sont pas pris en compte dans les 62 € des 1000 litres de coûts alimentaires qui sont évoqués. On a dedans uniquement les achats d'aliments. Je te remercie, Vincent. Est-ce que tu peux couper ton micro par contre, parce qu'il y a un écho quand on parle, quand on est tous les deux en même temps en train de parler. Merci. Je me suis trompée dans la question que je vous ai affichée, c'était pas celle-là. Bref, du coup, ça fait que j'ai déjà choisi la deuxième, du coup. Celle qui est annoncée là, donc je vous la lis, c'était les coopérations sont souvent poussées par des démarches de différenciation, bio, AOP, etc. C'est ce qui motive les agriculteurs. Comment faire pour engager les céréaliers conventionnels à contractualiser alors qu'ils n'y voient peut-être pas a priori de bénéfices? Alors là, c'est peut-être plutôt une question pour, je dirais, Alexandre, avec les échanges au niveau de Monsieur Burette. Puisque finalement les personnes avec qui il a contractualisé n'étaient pas en bio ou en AOP. Donc si tu peux nous donner quelques éléments sur ce que quels étaient l'intérêt pour ces personnes-là, peut-être, ça peut répondre à la question. Oui, je pense qu'après aussi, pour Monsieur Burette, il y a aussi le fait, tu l'avais mis dans une réponse aussi, notre question, c'est le fait qu'il soit quand même assez bien ancré, on va dire, dans la vie agricole locale, notamment en étant très actif au niveau des CUMA ou des GEDA aussi, enfin du groupe GEDA, et notamment pour faire un peu de pub également à ces GEDA sur la partie Nord-Pas-de-Calais. Ça permet également au sein d'un même GEDA d'avoir des groupes d'éleveurs, des groupes culture, des groupes, des différents groupes qui peuvent communiquer entre eux également. Et c'est vrai que pour Monsieur Burette notamment, il est sur un secteur, c'est un éleveur sur un secteur très polyculture, donc il y a la facilité, on va dire, d'avoir cet échange avec ses voisins. Je pense que là c'est l'intérêt, on va dire, que ses voisins y ont trouvé, c'est de pouvoir également aussi retrouver de la fumure organique, on va dire, pour pas trop cher. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, je pense pas mal de communication au départ. Après, comment amener les polyculteurs plutôt qui ne sont pas trop sensibilisés à y venir? Je pense que de toute façon, d'un point de vue réglementaire ou autre, ils vont devoir se poser de plus en plus la question quand on voit on va dire les produits de moins en moins autorisés, les produits phytosanitaires, la réglementation qui se durcit, qui est aussi règle d'épandage ou autre, ou le prix des intrants également, quand on voit le prix aujourd'hui des engrais chimiques ou autres, c'est des engrais de synthèse plutôt. On sent quand même que au niveau agricole, ça se tend un petit peu pour tout le monde. Et quand on parlait aussi tout à l'heure, Marie parlait de baisse de charges opérationnelles. Certains ont déjà emboîté le pas, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je pense qu'ils vont être plus ou moins contraints et forcés d'y aller, quoi. Donc ces bons exemples montrent également qu'il est possible de le faire en toute intelligence, et que ce soit de gré ou de force demain, ces complémentarités culture-élevage seront
seront la norme, je pense, et je l'espère, demain. Il y avait aussi peut-être, parce que là, il y avait des légumes de plein champ, certaines cultures qui ont besoin d'un retour assez long dans l'assolement et qui n'est pas toujours possible au vu des surfaces disponibles. Donc ça permettait aussi d'apporter un peu d'air, entre guillemets, aux agriculteurs qui avaient ce problème de surface. Ça peut être un levier intéressant pour des patatiers ou pour des personnes qui font des oignons, voilà, ce genre de culture un peu sensible. Ok, et ben, merci beaucoup Alexandre. Donc on a terminé, je pense, pour cette question-là. Alors, ouais, on avait une question qui était un peu complémentaire par rapport... Pardon. Hop, voilà. Donc, c'était une question sur l'amélioration des performances socio-environnementales. Donc, la RSE peut amener à développer du partenariat avec sa chaîne de valeur dans la perspective de valoriser ses bonnes pratiques. Avez-vous des retours d'expérience? Ça allait avec d'autres questions aussi qui parlaient de tout ce qui est valorisation AOP, le fait que voilà, c'est ce qui va permettre de dégager de la valeur ajoutée par rapport aux pratiques mises en œuvre. Moi, j'ai pas l'impression que dans le cadre du projet CCE, on ait pu montrer des choses spécifiques au terme de sur ces chaînes de valeur, puisqu'on était vraiment centré sur l'exploitation. Mais peut-être qu'Audrey et Alexandre, vous avez, des exemples au niveau de votre expérience, ou sinon, il y a peut-être des participants qui ont des exemples à nous proposer. Je sais pas. Je complète du coup, le temps qu'Aude et Alexandre y réfléchissent. Je suis d'accord avec toi, Claire. Je pense que nous, ce qu'on a vraiment montré, c'est que les complémentarités, elles rendaient des services. Et on les mettait en place parce que on était face à un enjeu sur l'exploitation et qu'on cherchait effectivement à répondre à cet enjeu. On n'est pas dans les Hauts-de-France, dans une zone où il y a beaucoup d'AOP, et effectivement, on l'a vraiment vu sous l'angle. Ça apporte un intérêt sur l'exploitation. En termes, ça rend des services. Et donc, même s'il n'y a pas forcément de valeur ajoutée supplémentaire, on a quand même un avantage à les mettre en place. Par contre, c'est ce que je disais à un moment dans la synthèse, je pense qu'il y a des agriculteurs qui, du coup, sont allés vers de la vente directe et que ça, c'est aussi leur système, effectivement, le fait de repenser leur système et d'avoir un système, effectivement, plus autonome qui leur a permis toute cette réflexion sur, de manière générale, je suis autonome et je cherche aussi à vendre mes productions via des circuits qui peuvent être alternatifs. Donc, je pense qu'on peut avoir une complémentarité entre les deux approches, mais que pour autant, on n'a pas de causalité entre, effectivement, les complémentarités qui entraînent forcément d'aller vers des AOP ou je sais pas si c'était, voilà, si vous voulez rajouter quelque chose. Merci Marie. Peut-être, ouais, juste pour compléter aussi, j'allais rejoindre Marie également. C'est vrai que on a vu Monsieur Burette qui a parlé justement du lien avec ses voisins, et pas forcément voisins agriculteurs, mais aussi voisins grand public également. C'est vrai que dans son cas, il n'y a pas forcément aujourd'hui de valorisation de son lait en direct, que ce soit, mais c'est vrai que c'est quand même rien que le fait de discuter avec ses voisins, de leur expliquer sa manière de travailler, ça pourrait, je pense, dans son cas, embrayer s'il le souhaitait sur la transformation de la vente directe, même si après c'est un autre travail, c'est une autre charge de travail également, notre boulot, et on en a parlé un petit peu, il y a déjà de quoi faire, il y a déjà de quoi s'occuper sur les exploitations, mais ça permet aujourd'hui de travailler plus sereinement, surtout quand on voit un peu les problèmes d'agribashing qu'il peut y avoir. Je pense que c'est important d'avoir ce lien là-dessus. Puis on le sent quand même dans toutes les filières, dans tous les attentes sociétales du consommateur sont quand même assez fortes et deviennent une grosse contrainte. Donc, on est obligé, entre guillemets, d'en tenir compte, même si ça peut complexifier un peu les choses. Il faut faire avec. Et moi, de mon côté, je rebondis sur Alexandre et Marie. En effet, chez Monsieur Murat, l'avantage aussi d'avoir mis son dispositif, c'est qu'aujourd'hui, il peut aller épandre en fait du digesta près des maisons d'habitation.
Donc au niveau entente avec les voisins, c'est quand même pas trop mal parce qu'il n'y a plus du tout d'odeur. Et je rebondis aussi sur l'AOP Maroilles où le fait de pouvoir bien fertiliser ses prairies lui permet aussi d'avoir des bons rendements et bien rentrer dans le cahier des charges tout en valorisant en fait une bonne production laitière. Donc tout est dans un ensemble global. Je pense que ça a permis aussi de pouvoir développer son exploitation au niveau du lait grâce à ce système. On retrouve cette approche globale et un peu voilà, on est sur une cohérence d'ensemble, quoi. Merci beaucoup, Aude. Bon, alors, on va passer à une autre question. Alors, voilà, j'ai trouvé celle-là. Hop. Je vous propose cette question. C'était bonjour, quel a été le rôle de la Chambre ou autre structure d'accompagnement développement pour créer, animer ce groupe éleveur céréalier? Alors là, en l'état, les 3 exemples qu'on vous a parlé, c'était pas spécifiquement un groupe éleveur céréalier, sauf dans le cas de Vincent. Donc, je pense que peut-être, Vincent, tu peux commencer à répondre avec ce que tu avais engagé comme démarche, toi, avec ton groupe céréalier éleveur. Mais sinon, le rôle de la Chambre a été présent dans les deux autres exemples également. Donc, Alexandre et Aude pourront compléter pour les 2 autres exemples. Voilà, Vincent, je te laisse commencer. Oui, donc alors le rôle de la Chambre et du groupe de développement, puisqu'on s'est appuyé fortement sur les groupes de développement, qui a été très important pour pouvoir mener cette réflexion-là. On a eu 2 sous-groupes, en fait, un sous-groupe qui a plus travaillé, dont je ne vais pas beaucoup parler, qui est en interne sur une même exploitation, donc les synergies intra-exploitation, et donc un autre groupe qui a travaillé sur les partenariats entre exploitations. Et donc, sur celui-là, où est issu le témoignage qu'on a vu d'Amaury et Hélène, donc a travaillé en fait déjà à mettre en place un dialogue commun, comment on pourrait dire ça, une vision commune des choses entre céréaliers et éleveurs. On avait donc dans ce groupe des céréaliers d'un côté, des éleveurs de l'autre. Et tout le travail a été déjà d'avoir un dialogue entre eux, de bien se comprendre. Et c'est là où je reviens sur l'explication que j'ai pu vous faire tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'une luzerne pour l'éleveur, qu'est-ce qu'une luzerne pour le céréalier. Et là, on a eu des vraies surprises sur la vision des choses des uns et des autres, alors que les uns voulaient échanger, que le terme de l'échange paraissait simple, de la luzerne, et qu'au final, on ne parlait pas du tout de la même chose entre les céréaliers et les éleveurs. Donc, ça a été d'avoir un discours commun. Et on a fait 2 réunions qui ont été importantes, qui étaient qu'on a intitulé la luzerne vue par l'éleveur et la luzerne vue par le céréalier, en invitant à chaque fois les deux protagonistes, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça a permis vraiment d'avoir un échange constructif et de mieux se comprendre, d'entreprendre des relations, parce qu'on n'est que sur de la relation humaine finalement. Le côté technique dans ce genre de partenariat, il vient forcément, mais c'est avant tout humain. C'est est-ce qu'on a envie de s'entendre, est-ce qu'on a un intérêt commun. Et après, on a beaucoup échangé sur des visites, des réunions d'information. Il y a eu toute la question juridique aussi, où on a fait venir une juriste, etc., pour savoir comment on pouvait mettre en place les contrats de partenariat. Et puis au final, on s'est rendu compte que c'était avant tout de l'humain, et que il fallait peut-être pas finalement aller vers le contrat. Et finalement, aujourd'hui, le groupe tourne sans contrat officiel, etc. Mais juste sur la notion de confiance et de gagnant-gagnant, quoi. Donc, il y a eu tout ça. Et puis, en parallèle, on a quand même fait deux opérations sur 2 années successives, où on a listé, justement, on a fait une première enquête auprès donc on avait une petite vingtaine de céréaliers ou d'éleveurs qui étaient intéressés par cette thématique-là dans le groupe. Et on a fait une enquête sur qu'est-ce que les uns pouvaient proposer, qu'est-ce que les uns pouvaient être en attente d'eux, etc. Et on a fait une réunion collective pour restituer le fruit de cette enquête, qui a permis derrière d'avoir des échanges verbaux lors de cette réunion. Entre les uns disaient moi j'ai besoin de telle ou telle chose, ou je suis en attente de telle ou telle chose, et les autres disaient moi je peux proposer telle ou telle chose, etc. Et là on a mis en des relations humaines derrière, et ça a permis concrètement de mettre en place des partenariats derrière cette réunion-là. Et puis une deuxième opération l'année suivante, donc cette année là au printemps, de façon dématérialisée pour le coup, où on a mis un questionnaire en ligne, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que j'offre,
et où on a eu aussi là une dizaine de réponses qui ont permis aussi de continuer dans ces choses-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, je dirais, une 10-12 partenariats qui ont été mis en place, peut-être assez ponctuels comme autour de l'échange de maïs, par exemple, ou plus aboutis comme cet échange autour de la luzerne. Merci beaucoup Vincent. Peut-être rapidement, parce qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire, si Alexandre et autres, vous voulez compléter d'un mot sur les groupes de travail que vous avez eus aussi, sur les groupes de développement que vous animez. Oui, moi je veux bien rebondir également, notamment faire reparler un petit peu des GEDA, et notamment, c'est vrai que moi par exemple je suis conseiller plutôt en production animale, j'ai une autre collègue qui est conseillère en production végétale, mais il n'y a rien de cloisonné entre nous, on arrive à communiquer également, et des fois c'est juste, comme disait Vincent tout à l'heure, de faire savoir ce dont les éleveurs ont besoin, ce dont les céréaliers ont besoin, et c'est d'amener juste un peu de communication, on va dire, au sein de ces groupes. Après, quand on a mis en relation deux producteurs, voilà, après ils savent très bien se recommuniquer entre eux par la suite. Donc c'est vrai que ces groupes-là peuvent permettre d'amener de l'échange entre producteurs. On a aussi parlé, pour M. Buret également, une sorte d'implication au niveau des CUMA, et notamment sur ces secteurs, on va dire un peu plutôt, on va dire, de polyculture. Un éleveur là-dessus pourrait se retrouver un petit peu isolé, alors que là, justement, en participant à ces groupes d'échange de matériel ou des groupes d'échange au niveau technique, ça permet justement de décloisonner, on va dire, les éleveurs et les producteurs. Donc voilà, je pense que c'est important, on va dire, on a trop, des fois, on va dire, trop de problèmes d'éleveurs ou qui sont un peu la tête dans le guidon et qui, au niveau travail, sont assez chargés. Et des fois, juste, entre guillemets, en relevant un peu la tête et en venant participer à ces groupes d'échange, ça permet des fois d'aller vers de la complémentarité culture-élevage et donc, du coup, de la baisse d'intrants, et juste en réfléchissant un petit peu et en communiquant avec ses voisins, ça peut permettre des belles économies derrière et des belles avancées techniques. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Aude, en deux mots peut-être, parce que là on s'approche vraiment de la fin. En deux mots, je reprends un petit peu ce que Alexandre et Vincent ont dit. Je pense que le fait d'avoir participé et de faire participer les éleveurs sur ce type de thématique, ça permet les échanges et de se rendre compte aussi de la complémentarité et de casser un peu les clivages culture et élevage d'un côté. Donc, quand on rapporte, quand on permet les échanges et quand on provoque les discussions, ça peut des fois amener à des situations où on permet des échanges et puis de valoriser aussi le travail de l'un et de l'autre. Et je trouve que c'est pas plus mal. Super, merci beaucoup Aude. Je pense que ça fait une bonne transition aussi avec le webinaire de jeudi qui sera justement sur comment est-ce qu'on accompagne, quels outils et méthodes on peut mettre en place pour ce type d'accompagnement. Donc je vous remercie tous les quatre. Je suis désolée, je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là au niveau des questions. Il y en avait encore de très intéressantes à traiter, notamment sur est-ce qu'on peut introduire des complémentarités à l'échelle d'un système. Est-ce qu'il faut repenser tout le système ou est-ce qu'on peut y aller pas à pas? Donc, c'était plutôt une question pour Marie. Peut-être, allez, on va dire que c'est la dernière à laquelle on répond, mais de façon très, très courte. Marie, si tu peux, et le reste, on répondra par mail. Oui, en plus, Laurence Chevalier a commencé à répondre à cette question, donc non, moi je rejoins je rejoins tout à fait ça, c'est pas antinomique. Nous on a fait, mais je pense qu'on vous en parlera demain. Nous on a fait effectivement le choix d'avoir ces deux approches, donc une approche où on repense tout le système et ensuite une approche où effectivement on fait du pas à pas. Je pense qu'on peut tout à fait introduire des pratiques pas à pas pour se les approprier, voir comment elles s'insèrent dans le système et voir ce qu'elles apportent au système. Mais à un moment, c'est quand même important pour moi de se poser quand même et de prendre du recul et de se demander effectivement si son système il est en cohérence. Donc, je pense tout à fait que le pas à pas, il peut être mis en place, il y a aucun problème et ça peut permettre d'aller tranquillement vers les complémentarités culture-élevage, mais
attention de temps en temps à prendre le recul et à vraiment se poser cette question de vision d'ensemble du système et est-ce que mon système il est cohérent et performant. Voilà, mais on en dira plus demain. Jeudi. C'est jeudi, désolé. Merci beaucoup à tous les quatre en tout cas. Et ben voilà, je vais clôturer cette session de réponse aux questions. Avant de nous quitter, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous répondiez à un petit sondage que je suis en train de publier à l'instant dans l'onglet sondage pour savoir ce que vous avez pensé de du webinaire que nous vous proposons. Voilà, je ne sais pas si les questions arrivent bien dans l'ordre. Bon, voilà, je vous laisse y répondre. Avant de nous quitter, ce serait vraiment très, très gentil de votre part pour qu'on ait un peu ce retour et qu'on sache voilà, s'il faut recadrer certaines choses pour jeudi et vendredi. Si vous avez, vous aurez les réponses aux questions en suspens par mail et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis mon contact. Voilà, et merci encore beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon appétit et à jeudi et vendredi pour ceux qui nous rejoindront. Au revoir. Au revoir.